Je voulais juste, dans cette émotion de début, voilà, dire qu'on était, le Saint-Germain-des-Prés était extrêmement honoré d'accueillir Bernard-Henri Lévy ce soir. On est vraiment très très heureux de vous recevoir. Et voilà, je vais juste lui laisser la parole et la reprendre après. Énormément d'applaudissements, s'il vous plaît. Ah non, moi la parole, je la reprendrai après le film. Moi, je voulais vous dire que je suis très, très honoré de cette invitation du Saint-Germain-des-Prés. Très heureux que vous soyez venus aussi nombreux. Très honoré de la présence de quelques-uns, de tous, mais en particulier de quelques-uns, et en particulier d'une, dont je tiens à saluer la présence, ici, ce soir. C'est Florence Malraux, qui est quelque part, je ne vous dirai pas où, mais elle est là. Et je suis très, très ému, voilà, elle est au troisième rang. Et je suis très ému qu'elle soit venue. Voilà. Je suis navré pour tous ceux qui ont dû partir. Je suis vraiment, vraiment confus. Mais bon, c'est comme ça, on a fait entrer le maximum de gens qui sont derrière, debout, qui suivent le film. Et puis pour le débat, ils seront fatigués, donc voilà. Et puis je voulais vous dire surtout que vous allez voir un film magnifique que j'ai donc choisi dans le cycle organisé par Vincent Jory et Transfuge, où il est demandé à des écrivains de choisir un film qui leur est particulièrement cher et dont ils veulent faire partager l'émotion qu'il leur a procurée. Et lorsque Vincent Jory m'a parlé de cette idée, je n'ai pas hésité un seul instant. Je lui ai tout de suite dit que s'il y avait bien dans ma cinémathèque idéale un film qui m'a bouleversé dès que je l'ai vu, qui m'a bouleversé davantage encore chaque fois que je l'ai revu, et dont je ne suis pas certain que tout le monde mesure à quel point il est beau et important, c'est L'Espoir d'André Malraux. Donc voilà, le fait que ce film s'appelle L'Espoir, d'ailleurs, n'est pas non plus sans lien avec le fait que j'ai voulu le choisir aujourd'hui, mais enfin, c'est le film lui-même qui est un chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma et qui est d'une importance capitale pour l'histoire du XXe siècle et du début du XXIe. Mais vraiment, le film, et après le film, nous ouvrirons le débat et je répondrai, comme cela vous a été indiqué, à toutes les questions sur ce film, sur Malraux, sur l'engagement et sur le reste. Ce film, c'est aussi, enfin l'Espoir, c'est aussi un livre, c'est pas seulement un film. Et je trouve que ce qu'il y a de très saisissant à chaque fois qu'on voit ce film, c'est la manière dont il est à la fois très cinématographique et en même temps dont il y a quelque chose de très littéraire et très écrit dedans. Il y a une vraie écriture cinématographique, je trouve, et en même temps il y a une vraie présence par le dialogue qui rappelle aussi le livre, et en même temps de tous les encarts qui sont un héritage du cinéma muet, mais qui laissent aussi la place du verbe, de la parole, très au cœur du film. Oui, écoutez, moi je suis en tout cas, comme chaque fois, très très bouleversé par ce film. Je vous ai dit en commençant que c'est un film que j'ai vu beaucoup, qui a beaucoup compté dans ma vie, qui a formé l'homme que je suis, comme je sais quelques-uns de ceux qui sont ici. Et on a beau faire, les années ont beau passer, les décennies ont beau passer, je suis saisi par la même émotion. Alors c'est vrai, il y a ce que vous dites, il y a trois choses. Il y a d'abord le fait que c'est un chef-d'œuvre du cinéma. C'est un film d'une beauté formelle absolue. On voit d'ailleurs tout ce qu'il a engendré dans l'histoire du cinéma. On voit tout ce qu'il a pu, tout ce dont il est l'héritier, le réalisme socialiste, bien sûr, les films d'Eisenstein, dont on sait l'admiration que Malraux leur vouait, mais on voit tout ce qu'il a engendré, notamment du côté du réalisme italien, qui sort de ce film-là. Il y a ce côté littéraire dont vous parlez, encore que, vous connaissez la chronologie de deux œuvres, hein, L'Espoir, le roman, sort, je crois, en 1937.
le film L'Espoir, qui ne s'appelle pas L'Espoir, qui commence par s'appeler Sierra de Teruel, qui est tourné à la toute fin de la guerre d'Espagne, c'est-à-dire au moment où la République espagnole agonise. C'est ce qui rend cette histoire très bouleversante. Le tournage du film commence, si j'ai bonne mémoire, en novembre ou décembre 1938 et se termine début 1939, au moment où Barcelone est en train de tomber. Donc il y a un écart entre donc le livre s'appelle Sierra de Teruel, le film s'appelle Sierra de Teruel, il ne sera projeté qu'une fois à Paris avant la déclaration de guerre et il ne trouvera son vrai titre, L'Espoir, qu'en 1945, après la guerre, quand le colonel rouge Malraux sera devenu le grand héros de la résistance, le colonel Berger qu'il était aussi, là il s'appellera L'Espoir. Donc bien sûr il y a des rapports avec le livre, mais je crois en même temps que ce film s'est incroyablement émancipé du livre. Et puis il y a une troisième dimension qui pour moi n'est pas moins importante. C'est un roman, c'est un film, et puis c'est aussi de la vie. C'est aussi un film qui est nourri par l'expérience personnelle de cet écrivain combattant que fut André Malraux. Et notamment, il y a une chose dont nous sommes sûrs, que les biographes de Malraux savent, que Todd ne dit pas, que Lacouture dit un peu, mais que Paul Nothomb, qui a passé pour le commissaire politique de l'escadrille Espagna, m'a raconté, et que j'ai rapporté dans Les Aventures de la Liberté, c'est que l'épisode central du film, c'est-à-dire l'histoire de ce paysan qui découvre par hasard un terrain d'aviation ennemi, qui franchit les lignes, qui vient alerter les républicains et qui leur montre le chemin à travers les airs pour permettre de le détruire, c'est un épisode réel de la guerre d'Espagne, réel, qui est arrivé réellement au vrai André Malraux, pas là, pas à Teruel, dans la vraie vie. C'est un épisode qui se situe beaucoup plus tôt. C'est une des premières opérations menées par l'escadrille, qui ne s'appelait pas encore l'escadrille André Malraux, qui s'appelait l'escadrille Espagna, mais que commandait André Malraux. C'est un épisode qui se situe en septembre 1936, au-dessus de Valladolid, dans la région de Valladolid. Cet épisode s'est passé à peu près, à la différence de localisation près, d'une part, à la différence de technicité des avions d'autre part. Dans la vraie opération de septembre 1936, on jetait les bombes en ouvrant la porte de l'appareil et on les jetait à la main. Et Malraux, dans le Potez 42, qui commandait l'escadrille, tenait la place du mitrailleur avant. Et c'est à ces réserves près, à la réserve près que les avions étaient plus frustes, à la réserve près que ça ne se passait pas à Teruel mais à Valladolid, à la réserve près que ça ne se passait pas en 38 mais en 36, c'est un épisode de la vraie vie de Malraux, écrivain et cinéaste combattant. Donc il y a les trois fils qui se nouent. Il y a le fil littéraire, bien sûr que c'est un film d'écrivain, la pellicule respire la littérature par tout son grain, mais c'est un film de très grands cinéastes. Il y a des plans, et pas seulement le plan de la fin, il y a des plans magnifiques, il y a des dialogues de cinéma extraordinaires. Le dialogue avec le paysan est pour moi un chef-d'œuvre de cinéma. Et puis il y a ce fil autobiographique qui est traité, je trouve, avec beaucoup de modestie. On a beaucoup parlé du côté déclamatoire de Malraux. On a beaucoup parlé de ses oraisons funèbres, que certains aiment, moi je les aime, mais que d'autres trouvent extraordinairement oratoires et peut-être trop. Rien n'est plus beau, rien n'est plus modeste, rien n'est plus humble que l'oraison funèbre implicite, cinématographique, filmée, qui est rendue à ces combattants blessés ou morts d'une escadrille qui était en réalité l'escadrille André Malraux. Donc, le fil autobiographique, traité avec une humilité magnifique et qui tranche tellement avec la réputation qui a été faite à Malraux et qui s'est fait un petit peu aussi, bien sûr, que cela rend ce film, à ce troisième titre aussi, tout à fait bouleversant. Je ne sais pas si déjà maintenant il y a des questions qui veulent se poser, mais moi je voulais juste revenir peut-être sur l'équilibre en fait qu'il y a dans ce film. Je trouve que c'est un film formidablement équilibré aussi, entre un film de guerre, que c'est, mais un film de vie, comme vous le disiez aussi,
et un film de vie qui va des plus petits détails finalement aux paysages les plus grandioses, et où on a comme ça des actions de guerre qui sont des actions décrites le plus près de la réalité possible, qui s'accompagnent de plans dont vous avez parlé, qui sont parfois très beaux, et parfois aussi métaphoriques en fait, ou allusifs, comme lorsque la mort est figurée à un certain moment par un envol d'oiseaux, ou quand la violence est constamment détournée comme ça. Il y a des phénomènes d'équilibre que je trouve très, très saisissants, effectivement. Oui, pour une raison simple d'ailleurs, c'est que c'est le film d'un homme qui, comme il l'a dit lui-même dans ce mot célèbre mais très beau, c'est le film d'un homme qui a fait la guerre sans l'aimer. Malraux est un homme qui a fait la guerre à 2 reprises, qui a failli la faire une 3e fois, beaucoup plus tard, au moment du Bangladesh, mais qui la détestait. Et ce qui est très beau dans ce film de guerre, c'est que c'est le film d'un homme qui déteste la guerre. Il y a ce moment, quand on voit dans le campement tous les compagnons de combat qui s'apprêtent à partir, on leur demande qu'est-ce qu'ils faisaient dans le civil, et on demande au type, tu étais un socialiste? Il dit non, yo era un pacifista, nada más que un pacifista. Voilà, Malraux n'était pas pacifiste, lui non plus d'ailleurs, le personnage n'est pas pacifiste puisqu'il est là, et puisqu'il sait qu'il y a des moments où même un pacifiste se doit, pour défendre ses idées, pour défendre les valeurs auxquelles il croit, de prendre les armes ou de prendre la mitrailleuse d'un latécoère ou d'un pothèse. Mais enfin, c'est évidemment le film d'un homme qui fait la guerre sans l'aimer, et c'est pourquoi il accorde autant d'importance au plan d'une mouche sur un appareil de navigation, au plan d'un envol d'oiseaux, au plan de cette terre d'Espagne qui avait tellement fasciné également Hemingway dans le film de Joris Ivens que devait commenter Dos Passos et qu'a finalement commenté Hemingway, qui a fasciné également Malraux. Dans ce film d'ailleurs il rivalise, il rend hommage à ses compagnons disparus, il tente un dernier coup de poker final pour essayer de contribuer au sauvetage d'une république espagnole agonisante, et puis bien sûr, quand même, comme toujours avec les écrivains ne sont pas des anges, il a dans sa ligne de mire littéraire un certain nombre de cibles, et notamment le Terre d'Espagne d'Hemingway. Il y a là, je pense, dans ce film finalement tardif, il y a la volonté de la raconter, cette Terre d'Espagne, mieux encore que les Américains proches des brigades internationales comme Hemingway. Donc voilà, oui, bien sûr, il y a ces deux dimensions. Et puis d'ailleurs, c'est une chose qui est très significative aussi, c'est que les paysans, les femmes sont présentes dans ce film de guerre aussi. Il y a des visages de femmes très beaux, il y a des répliques, des mots de femmes qui portent le message du film tout autant que celui des fiers commandants. Donc là encore, ce Malraux héroïque, épris de panache et écrivain viril à Hemingway, il y a ces moments-là très, très féminins aussi, qui donnent également à ce film sa très grande poésie. C'est pas juste un film de guerre, voilà. C'est un film de combattants, bien sûr, mais c'est pas un film de guerre. Il faut savoir aussi d'ailleurs, pour comprendre, il me semble, pour que ce film prenne toute sa force dans nos imaginations, et je crois qu'il la prend d'ailleurs aussitôt, il suffit de le voir, c'est même personne, voilà, on est tous restés captivés. Il faut savoir que ce film arrive au moment, donc l'escadrille Espagna puis André Malraux se constitue donc à la mi-août 1936 et se dissout à la mi-février 1937. Donc elle dure 7 mois. Malraux combat dans les rangs républicains pendant 7 mois. Il faut savoir que parmi les 25 ou 28 avions qui lui sont passés entre les mains, 23 ou 24, je n'ai pas les chiffres exacts, ont été détruits, ont été descendus par les DCA ennemis. Il faut savoir que parmi les camarades de Malraux, parmi les hommes qui se sont battus sous ses ordres, et c'était vraiment sous ses ordres, encore une fois, il était dans les avions. Place du mitrailleur avant dans l'hypothèse 42, et puis ses compagnons le décrivent, il y a des témoignages de Cordillon Molinier, il y a des témoignages de Paul Nothomb,
lorsqu'il n'y avait qu'une place de mitrailleur et une place de bombardier, il était dans la carlingue et il allait et venait de l'avant à l'arrière de l'avion, impatient, marchant de long en large, si j'ose dire, dans la petite carlingue. Parmi les compagnons de Malraux, je n'ai pas là non plus le chiffre exact en tête, mais je crois que c'est de l'ordre de 80% des hommes de l'escadrille qui sont morts en opération, parce que leurs avions ont été détruits au-dessus de Tolède, au-dessus de Teruel, au-dessus de Talavera, au moment de la défense de Madrid, au moment de la dernière bataille qui est livrée l'escadrille à Malaga, lorsque les franquistes, et ça a été, je crois, la bataille la plus meurtrière pour l'escadrille, lorsque les franquistes ont pris Malaga en février 1937, et que les populations civiles ont commencé à fuir la ville dans un désordre indescriptible vers l'intérieur. C'est l'escadrille Malraux qui les a protégés, qui a fourni plus que l'appui aérien, qui chassait les avions ennemis, qui eux-mêmes bombardaient les pauvres cohortes de réfugiés et de civils. Et là, il y a eu des pertes terribles. Donc ce film, tout ceci pour vous dire que ce film, il raconte un épisode de la vie de Malraux, celui donc du 3 septembre 1936 au-dessus de Valladolid, l'épisode du champ d'aviation, mais il raconte au fond la destruction un à un de la plupart de ses avions, la mort un à un de la plupart de ses compagnons, et c'est un film qui raconte l'expérience d'un survivant. Malraux, en 1938, quand il commence à tourner ce film, c'est un survivant des combats de la guerre d'Espagne. On imagine mal, parce que l'histoire de tout cela n'a pas tellement été écrite, on a peine à imaginer à quel point, la guerre d'Espagne naturellement, mais à quel point cette guerre a été meurtrière dans les rangs des brigades internationales, évidemment, qui ont souvent été parmi les plus exposées, mais dans les rangs de cette escadrille Malraux. Il y a un témoignage, je ne sais plus de qui, je crois que c'est Cornilio Molinier, qui raconte d'ailleurs comment, dans certains cas, parce qu'il y avait toujours, comme toujours, j'ai connu ça avec Gilles Herzog, on a connu ça en Bosnie, il y a toujours le problème de est-ce qu'on va bombarder sous prétexte qu'elles sont occupées par les forces ennemies, par les adversaires, par les fascistes espagnols ou par les fascistes serbes, est-ce qu'on va bombarder des villes qui sont à nous au risque de tuer les nôtres? Grand problème dans ces guerres-là, où la population civile est tellement mêlée aux forces militaires, ou plus exactement, où les militaires se servent des civils comme de boucliers humains. Jusqu'à aujourd'hui, vous le savez. Donc, il y a un témoignage, je crois que c'est Cornilio Molinier, mais je n'en jurerai pas, sur le deuil, sur l'énorme hécatombe des camarades et des compagnons de Malraux dans cette guerre d'écrivains combattants. D'ailleurs, cette part de mélancolie, on la voit aussi un petit peu avec parce que finalement c'est le film d'un homme engagé, c'est le film d'un engagement aussi, et pourtant la mise en scène même de l'engagement dans le film, elle ne se fait pas sous couvert d'une explication politique ou sous couvert d'épopée, elle se fait effectivement par des choses très simples. Il y a aussi dans la fameuse scène où il y a tous les compagnons de l'escadrille qui se présentent et qui expliquent leurs origines et leurs motivations, il y a aussi celui qui répond tout simplement « je m'ennuyais ». Mais à mourir, je m'ennuyais, mais bien sûr. Mais tous ceux qui connaissent un peu ce genre de situation savent bien que c'est comme ça. Ce qui était formidable, me semble-t-il, chez Malraux, et dans ce film, c'est bien sûr le sens de l'héroïsme. Il avait, et ça pour moi c'est une grande, pardon de le dire, vous ne serez peut-être pas d'accord, mais pour moi c'est une grande vertu. Le goût, l'héroïsme est une vertu, et le goût de l'héroïsme ou la nostalgie de l'héroïsme sont également une vertu. Donc il y avait ça. Mais il y avait aussi l'idée que cet héroïsme, il se fabrique dans un métal, il se scelle, il se frappe dans un métal qui est celui des choses les plus quotidiennes. Et dans d'autres situations, on a connu cela. Lorsqu'avec Herzog, Gilles Herzog qui est d'ici, on est allé tourner Bosna, dans la Bosnie bombardée et occupée. On a bien vu les premiers défenseurs de la ville. Il y a une scène dans Bosna qui est évidemment, je me rends compte quand je revois ce film à quel point d'ailleurs Bosna a été présent pour nous, pour Gilles, pour moi et pour Alain Ferrari, lorsque nous l'avons tourné.
Mais il y a une scène où on voit au début du film les premiers défenseurs de la ville de Sarajevo, les premiers qui ont pris les armes pour défendre les valeurs cosmopolites de la ville, les valeurs de civilisation que les fascistes serbes menaçaient par leurs horribles snipers. Mais les types, c'était des voyous. C'était les voyous de Sarajevo. Alors, on leur aurait posé la question, on la leur pose un peu dans le film, pas comme ça. Ben, certains disaient parce que je m'ennuyais, d'autres disaient parce que je savais faire que ça, faire le pistolero. Les troisièmes parce que je continuais ma carrière de gangster par d'autres moyens. Et puis c'est devenu des héros. Chacho, Cello, Yuka, les premiers grands héros de la défense de Sarajevo, c'était des voyous yougoslaves, tendance Bosnie. Donc la guerre, c'est ça. Et c'était des héros, clairement. C'était des héros, mais des héros taillés dans cette bizarre pierre-là, cette mauvaise pierre. Voilà. Lui, le type, il est là parce qu'il s'ennuie. Et c'est la vérité de la guerre. Et on ne peut, je dis ça pourquoi? Parce que je crois que ce que nous enseigne Malraux dans ce film, c'est qu'on ne peut avoir la nostalgie de l'héroïsme, on ne peut avoir le goût de l'héroïsme, on peut penser que l'humanité doit, quand elle peut, essayer de se grandir, ce que je crois que la grandeur est quelque chose dont on a perdu un peu le sens, et c'est dommage, mais qu'à la condition de savoir que cette grandeur, elle est en même temps extraordinairement prosaïque. Voilà, il y a une prose de la grandeur, et pas une épopée de la grandeur. C'est pas un film épique, c'est un film prosaïque. Voilà, c'est la prose, je dirais ça comme ça. C'est pas l'espoir, Sirach Teruel, je sais pas comment on peut l'appeler, mais enfin, l'espoir. C'est pas l'épopée de la grandeur, c'est le prosaïsme de la grandeur. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il frappe toujours, et c'est ça qui fait qu'il a une vérité extraordinaire. Et c'est ça qui fait que c'est pas du réalisme socialiste, même si de temps en temps, en effet, il y a le nez du truc qui pointe, mais c'est beaucoup plus que ça, parce que c'est un film prosaïque. Vous avez rappelé qu'il avait été tourné en 1938, et du coup, c'est peut-être pas innocent si Malraux a voulu montrer la guerre d'Espagne comme ça, c'est parce que peut-être on ne peut plus la raconter comme ça. Et qu'il y avait un côté que lui, peut-être, avait vécu ça en 1936 au début, mais donc il suffit de lire, pour faire des comparaisons avec des témoignages, non pas d'historiens plus récemment, mais donc George Orwell, Hommage à la Catalogne, écrit en 1937, qui montre très bien toutes les divisions à l'intérieur de la gauche, de ces républicains, et qui cause la mort de beaucoup de personnes également. Et cet aspect-là est au contraire complètement gommé. Enfin, il montre à l'inverse la grande solidarité de chacun et le respect de ses combattants, alors qu'en 1938, c'était plus tout à fait le cas. Oui, mais c'était déjà pas le cas d'ailleurs en 1936 et en 1937. Il y a quelqu'un qui aurait été d'accord avec vous, c'est Clara Malraux, qui venait manifester sous les fenêtres de son mari, en train de devenir son ex-mari, à l'hôtel Florida de Madrid, avec des dirigeants du POUM dans des jeeps mirobolantes. Elle venait klaxonner sous ses fenêtres pour le narguer. Alors il y avait du nargage conjugal, mais enfin il y avait aussi un message politique. Voilà, il y avait le POUM, et puis il y avait les communistes. Il y aura très vite, à partir de l'été 37, il y aura à Albacete, la base tenue par le Parti communiste stalinien des brigades internationales. Il y aura des purges épouvantables, il y aura des assassinats extrajudiciaires et internes au camp républicain effroyables. Tout ça est certain. Alors, qu'est-ce que pense Malraux? Pardon? Il a gardé les nuances pour le roman. Il a gardé les nuances pour le roman, voilà, exact. Il a gardé les nuances pour le roman. Mais je crois qu'au fond, Malraux, au moment de... Et ça, cette démarche-là, je la comprends aussi. Il me semble que je la comprends. Moi, mon impression, j'ai évidemment beaucoup réfléchi à ça. Bien sûr, l'hommage à la Catalogne d'Orwell est magnifique. Et du point de vue de la lucidité politique immédiate, on peut dire qu'il n'y a plus de lucidité chez Orwell, qu'il y en a même plus dans les textes qu'écrit Dos Passos quand il rentre aux États-Unis et qu'il renonce à faire Terre d'Espagne, le commentaire de Terre d'Espagne, que chez Malraux. C'est certain, ça. Malraux n'a pas toutes les vertus, il n'a pas toutes les lucidités. Mais ce que je crois surtout, c'est que dans ces mois-là encore, il y a un maître mot chez Malraux et une maître valeur et un maître commandement, c'est l'efficacité.
c'est un mot qu'il employait sans arrêt. Il disait qu'il fallait être sérieux. Il tardera à entrer dans la résistance parce qu'il trouve que, à tort ou probablement, là pour le coup, jusqu'à un certain moment, c'était pas sérieux, ainsi de suite. Donc, il y a dans ce film-là encore la volonté de gagner cette guerre à tout prix, y compris en faisant alliance avec celui qu'il voit déjà comme le diable, et qui est l'Union soviétique stalinienne, qui joue dans toute cette affaire un jeu incroyablement trouble, comme vous savez, incroyablement trouble. L'Union soviétique d'abord tarde à entrer véritablement, à sortir du pacte, du programme commun de non-intervention. Contrairement à ce qu'on croit, elle met quelques mois. Le début de l'escadrille Malraux se constitue sans les soviétiques. Lorsqu'elle entre vraiment dans la guerre, l'Union soviétique, lorsqu'elle commence, notamment à travers France Navigation, les bateaux qui partaient de Mourmansk, d'Odessa, etc., c'est d'une manière à la fois efficace et compliquée. L'Espagne, c'était un terrain d'action pour des nouvelles armes, et puis en même temps, on ne voulait la sauver qu'à la condition de pouvoir en prendre le contrôle. Tout ça est une complication extrême. Mais enfin, Malraux pense que la seule manière de gagner, c'est quand même d'être plus malin, un malin et demi, d'être plus malin que les staliniens, et de s'appuyer sur leurs forces, de s'appuyer sur leurs ambiguïtés, et de construire avec ça. Voilà, il a pensé ça jusqu'en 1938. Dans les derniers mois de la guerre d'Espagne, il pense encore que c'est pas avec les merveilleux poumistes de Ken Loach, ça n'est pas avec les anarchistes sublimes exécutés dans les geôles du NKVD, mais que c'est avec la Pasionaria, personnage extraordinairement ambigu, pour ne pas dire épouvantable par certains côtés, que cette guerre était gagnable. Voilà. C'est vrai. Donc il y avait cette espèce d'impératif d'efficacité, impératif militaire, qui faisait qu'on passait sur les nuances. Il passait sur les nuances. Et encore une fois, on peut imaginer cela. Combien de fois nous avons eu ces discussions quand nous tournions Bosna et qu'on avait en face de nous des combattants bosniens qui étaient souvent des personnages, qui étaient presque toujours des personnages admirables, avec lesquels nous étions souvent en accord idéologique profond. Enfin, il y en avait avec qui on n'était pas d'accord. On a vu et on a filmé sur les hauteurs de Denis Vakouf et de Gorny Vakouf des combattants islamistes avec le turban vert qui allaient au combat comme des robots et qu'on avait probablement drogués pour qu'ils y aillent. C'est vrai que quand j'ai tourné Bosna, je ne l'ai pas montré. Voilà. En revanche, je l'ai dit quand j'ai écrit Le Lys et la cendre, le livre que j'ai tiré de tout ça un peu plus tard. Donc voilà, c'est compliqué, un écrivain qui décide de poser la plume pour peser vraiment, qui a la folie de penser, parce que bon, c'était fou, la guerre d'Espagne était probablement perdue depuis très longtemps, mais qui choisit de penser qu'il peut peser sur le sort des combats. C'est le cas d'André Malraux. Orwell, c'est autre chose. L'hommage à la Catalogne, c'est immense. C'est un des plus beaux récits de guerre qui soit. Mais il n'y avait pas cette ambition démiurgique, folle. Malraux a vraiment pensé à un moment donné, puis après, quand l'escadrille s'est dissoute, quand elle s'est dissoute, faute d'appareils et faute de pilotes, ils sont tous morts. Et quand il est parti faire une tournée de conférences aux États-Unis pour ramasser de l'argent, et qu'il est reparti avec Clara Malraux en Europe centrale pour essayer d'acheter de nouveaux avions, il croyait encore qu'il pouvait contribuer, qu'il pouvait peser, avec en plus son renom, son crédit extraordinaire dont il jouissait auprès des républiques espagnoles, qui pouvait contribuer à ce que cette guerre soit gagnée. Alors cela s'est fait au détriment en effet de la nuance, mais Jean-Paul, même dans le roman, même l'espoir n'est pas aussi nuancé que ne le sont, par exemple, les récits inspirés par cette époque de la guerre d'Espagne dans les Anti-Mémoires, dans Hôtes de Passage, dans toute la trilogie du Miroir des Limbes. Même l'espoir n'est pas extraordinairement nuancé. Les dialogues entre Manuel et Scali, vraiment, ils font la part belle à l'efficacité, etc. C'est certain. Il veut gagner cette guerre. J'entends tellement ça. En lisant Le Lys et la cendre, on
c'est que vous avez proposé justement au président bosniaque Izetbegovic de créer des brigades internationales, et vous avez dit tout à l'heure justement en fait, il vous a répondu qu'il y aurait sûrement des personnes, des extrémistes qui se mêleraient à ces personnes-là, etc. En fait, ma question, c'était sur quoi s'est basé, si vous le savez, André Malraux pour créer ces brigades internationales? D'abord, il ne les a pas créées, il y a participé. Et au début, la première escadrille, d'ailleurs, c'est pas encore le temps des brigades internationales. J'ai plus le calendrier en tête. Elle n'est pas liée, en tout cas, aux brigades internationales. Mais sur quoi il s'est basé? Alors, je vais vous dire, dans l'histoire de l'escadrille, il y a eu deux étapes. Il y a eu 3 mois, 4 mois. Première étape, c'était des mercenaires. Il allait chercher et payer à prix d'or. Il n'a pas souvent dit c'est une erreur, parce que je trouve ça très bien. Des pilotes qui venaient pour le fric. Comme pour la Bosnie, en fait. Comme pour la Bosnie, oui. Des gens, sur le marché international des grands mercenaires, les premiers pilotes jusqu'en novembre 1936, c'était des mercenaires payés à prix d'or. Ce qui a permis d'ailleurs à l'immonde Roger Garaudy, beaucoup plus tard, dans un livre qui s'appelait La littérature des fossoyeurs, je crois, de sortir des saloperies apocalyptique sur Malraux en disant qu'il avait double paye payé en peseta et en dollars. Malheureux, lui, il gagnait évidemment pas un rond. Ça a alimenté tout ça. Mais il y avait du vrai. Première étape, des mercenaires sérieux qui savaient piloter. Parce que tous les républicains n'avaient pas d'aviation. Toute l'armée de l'air était passée du côté insurgé, du côté franquiste. Donc il a fallu construire cette escadrille de briques et de broc, et plutôt de broc que de briques, avec des mercenaires. Puis après, deuxième étape, quand l'escadrille prend le nom d'André Malraux, donc ça c'est novembre ou décembre 1936, c'est les dernières opérations, c'est toute la fin de la bataille de Madrid, où on doit d'ailleurs à Malraux, je crois, ça les historiens les plus sérieux l'admettent, d'avoir retardé de plusieurs mois la chute de Madrid. Là, l'escadrille est intégrée à l'armée de l'air espagnole républicaine qui entre-temps s'est formée. Madrid n'a pas chuté. Oui, mais enfin, oui, Madrid n'a pas chuté. Ah, ça lui, on est voilà, en tout, voilà. Et là, c'est des gens qui étaient des militants, qui avaient des convictions politiques, qui étaient payés d'ailleurs avec la solde normale des artilleurs, des mitrailleurs de l'armée régulière. Donc voilà. Alors après, en Bosnie, ça on est dans un autre contexte. On a affaire à un pays à majorité musulmane au cœur de l'Europe. On savait à l'époque qu'il y avait notamment dans le 7e corps une brigade, le 7e corps du général Goric, je crois, où il y avait des combattants islamistes. Ça, on l'a toujours su, nous, qui étions là. On ne le disait pas trop, mais on le savait. Parce que vous avez quand même insisté pour la création des brigades internationales, malgré ce que vous sachiez, saviez. Bien sûr. Nous avons insisté. Nous sommes allés voir Izetbegovic, vous êtes bien renseigné, en effet, avec un projet assez construit. On avait fait le tour d'une ou deux capitales européennes ou aux marges de l'Europe, où il nous semblait possible de trouver un soutien logistique et peut-être même du matériel. Et on a proposé au président Izetbegovic ce projet-là. Nous, on pensait, c'est Gilles et moi, Gilles Herzog et moi, on pensait en effet qu'on pouvait maîtriser ça. Lui a été absolument sans appel, et on a eu cette conversation à plusieurs reprises. On est un pays musulman. Il y a aujourd'hui une internationale musulmane qui contient des éléments modérés, épris de démocratie et de droits de l'homme, mais il y en a une autre qui prend ses ordres à Téhéran ou qui les prend en Arabie Saoudite. Je sais qu'une brigade internationale, même dirigée, même créée par Bernard-Henri Lévy, je pense qu'elle serait inévitablement infiltrée par des éléments indésirables. En effet, c'est une des raisons, mais il n'y a pas que celle-là. Le président Izetbegovic a refusé cette idée des brigades internationales pour cette raison-là, et puis pour une raison qui est beaucoup moins flatteuse pour nous, c'est qu'il pensait que
ça ne marcherait pas du tout, qu'on était probablement de très mauvais soldats. Et que vous trouveriez une meilleure idée. Et qu'on trouverait une meilleure idée, exact, qui était de faire Bosna. Et c'est de là qu'est né Bosna. À la deuxième ou troisième conversation, quand il a vu que nous étions si désireux de faire quelque chose, si déçus de sa réponse, c'est lui qui a eu l'idée. Il dit, mais attendez, il y a quand même mieux que il y a aussi bien que des fusils, c'est des caméras. Est-ce que vous avez filmé? Alors là, d'une seule voix, on a dit, mais comment donc, on a fait que ça toute notre vie, on n'avait jamais touché une caméra, naturellement. Mais avant ça, vous aviez fait un jour dans la mort de Sarajevo. Oui, mais c'était des images qu'on n'avait pas tournées. C'était des images qu'on a mises en scène, mais qu'on n'avait pas tournées. Donc en vérité, voilà. Et on a fait Bosna pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En tout cas, quelle émotion de voir une salle si nombreuse pour ce film. Et je suis tellement désolé. Enfin bon, je l'ai dit tout à l'heure, tous ceux qui n'ont pas pu entrer, mais c'est comme ça. Oui. Moi, j'ai une question à propos des protagonistes. Donc on voit, André Malraux filme uniquement le camp des Républicains. On ne voit à aucun moment le camp ennemi. Est-ce que vous avez procédé de la même manière dans Bosna? Absolument de la même manière. Absolument de la même manière. Il y a des moments, vous savez, pour un intellectuel, pour un écrivain, un grand écrivain comme Malraux et un écrivain plus modeste comme moi, il y a le temps de l'histoire. Oui, il viendra le temps de l'histoire où il faudra tout dire, où il faudra dire la vérité du 7e corps, où il faudra dire la vérité sur certains des conseillers du président Izetbegovic. Mais enfin, il y a un moment où il faut gagner, où il faut donner à ceux qui se battent des raisons de se battre encore, où il faut donner à ceux qui voient leurs voisins de palier, leurs compagnons, leurs frères, leurs familles, leurs cousins mourir, il faut leur expliquer que c'est pas pour rien, qu'il y a de l'espoir. C'est à ça que servent ce genre de films. Ce genre de films servent à donner de la force et du courage. Ils ne servent pas, en effet, tout de suite à dire toute la vérité, ou alors ils seraient démoralisateurs, démobilisateurs. Et nous, bien sûr qu'on a été confrontés. Quand on a tourné Bosna, Radovan Karadzic nous avait envoyé un message à travers un émissaire, d'ailleurs hautement douteux, en disant « Venez donc à Palais, je vous donnerai mon point de vue ». On a dit « Merci, on verra ça dans 10 ans si vous n'êtes pas mort, ou si vous n'êtes pas en prison. Pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Pour l'instant, on voulait montrer la résistance des Bosniaques, on voulait montrer pourquoi ils pouvaient l'emporter, pourquoi ça n'était pas une cause perdue. On voulait montrer aux Champs-Élysées. Et je pense que c'était aussi un des buts de Malraux, par parenthèse, dans ce film. L'un des buts de l'espoir, Sierra Teruel a 2 objectifs. Premièrement, célébrer des noms. Parce que derrière chacun de ces visages, il y a des noms réels. Célébrer le nom, comme on dit dans la tradition juive, la célébration du nom et du nom des morts. Ce film, c'est un kaddish non juif pour tous les compagnons de Malraux morts au combat. Il y a ça. Il y a une célébration des morts. C'est évident. Mais il y avait aussi, à l'époque où il le tourne, il ne savait pas que le pas de l'histoire était en train de se précipiter, que la cadence était en train de s'accélérer. Il y avait l'idée d'aller avec ce film sous le bras, voir dans toutes les chancelleries du monde, voir les présidents, voir les premiers ministres, et leur montrer combien il était criminel de laisser mourir ce peuple admirable. C'est ça l'objectif de l'espoir. C'était d'aller voir Camille Chotan à l'époque, ou Paul Reynaud déjà, je ne sais plus, enfin, Camille Chotan en 1938, oui, et de lui dire, voilà à quoi a mené votre politique de non-intervention. Insistance très lourde quand même sur la vétusté du matériel, les mitrailleuses de 1917, etc. Donc c'était aussi un film contre la non-intervention, à une époque où on pensait que la guerre pouvait encore durer, et où on ne voulait pas voir, Malraux ne voulait pas voir qu'elle était en train de finir. Donc dans ces cas-là, on ne donne pas la parole au camp ennemi. C'est comme ça, c'est clair, l'histoire est nuancée, la vie est pleine de nuances, mais enfin, quand il s'agit de la vie et de la mort des hommes et des femmes, et quand il s'agit surtout des grandes enjambées d'une histoire, des spires d'une histoire en train de devenir folle, je crois qu'en effet, il y a des moments où un artiste combattant
a pour devoir de ne pas respecter la nuance. Voilà, c'est comme ça lui est pas arrivé souvent, ça lui est arrivé là. Et ça lui est pas arrivé ensuite, même par rapport au gaullisme d'ailleurs, mais là oui, voilà, il fallait gagner cette guerre. Vous dites que vous avez des liens avec l'Algérie. L'Algérie a été au début des années 90 le théâtre d'une vraie guerre. Une guerre non, je dis bien 90, une guerre non dite entre l'État FLN, les islamistes du GIA et les populations civiles massacrées par les islamistes. C'était une guerre. La Bosnie a été le théâtre d'une guerre. Il y a des guerres aujourd'hui. Alors, est-ce que les gens que l'on voit dans ce film, est-ce que revenus parmi nous se mêleraient de ces guerres comme ils se sont mêlés de celle-là? Moi, il me semble que oui. Je pense qu'il y avait en Algérie, au moment des grands massacres des maquis GIA, il y avait une évidence du mal. Il n'y avait pas une évidence du bien, justement. Comme là, il n'y avait pas une évidence du bien, mais il y avait une évidence du mal. Ce qu'il veut montrer, c'est évidemment un film de propagande, et pas simplement pour montrer à M. Camille Chotan ou à Roosevelt, qu'il est allé voir d'ailleurs, c'est pour que ça passe dans toutes les salles du monde, parce que le cinéma à ce moment-là, c'était 400 millions de personnes qui en France, tous les ans, allaient voir le cinéma. Et ce film qui n'a pas pu passer avant 1939, il était, en 1945, il était fait pour que des masses entières d'Européens le voient et continuent à soutenir l'Espagne républicaine qui allait de plus en plus mal. Alors c'était une Espagne stalinienne, mais il y a le peuple. Et cette image du peuple qui est extraordinaire, qu'on ne retrouvera pas dans la résistance française. En effet, là, le peuple est plus que résistant. Il est combattant, c'est un paysan qui va avec les aviateurs. C'est eux qui franchissent les lignes, ils se jettent sur les canons. Tout le monde y participe. Des gens analphabètes, illettrés, des paysans, des ouvriers. C'est vraiment une espèce de peuple à la Michelet, à la Hugo, absolument magnifique. Aussi magnifique que ces aviateurs venus de partout, ces étrangers, etc., qui sont arabes, demandent la femme, qui sont américains, qui sont français aussi. Et donc c'est cette image du peuple, moi, que je trouve la plus magnifique. Parce que les aviateurs, au fond, ils font leur boulot, si je puis dire, d'une certaine façon. Le peuple, lui, défend sa terre, il défend il défend ses idées. Il défend quelque chose qui s'appelle l'Espagne. Il défend un sol, il défend un ciel, il défend cette magnifique terre d'Espagne. Et c'est pour ça que ce film a aussi une puissance, une force. Il est, comment dire, oui, il est comme ça, il est total, puisque tout le monde est là. C'est le rendez-vous de gens venus de partout et des gens qui sont là et qui sont tous ensemble dans une unanimité formidable. Et c'est ce qu'il fallait montrer. Évidemment, pas du tout les différences politiques et les divergences. Ça n'avait aucun intérêt de montrer ça. C'était évidemment un film qu'il fallait montrer dans le monde entier pour montrer que l'Espagne devait être soutenue également par tous les peuples européens. Alors sur la terre, tu dis leur terre, il y a ce moment, c'est le moment le plus énigmatique du film. Est-ce que c'est notre terre? Et il dit non, c'est la leur. La de ellos, es la nuestra, non, es la de ellos. Quelle terre, oui. La terre se partage. Sur la non-intervention, évidemment qu'on attend un grand film sur la non-intervention, qui est le crime inaugural de la deuxième moitié du XXe siècle, ça c'est certain. Quant à la politique, alors, sur l'Espagne, moi je serais un peu moins lyrique là-dessus que mon ami Gilles. Bien sûr, Malraux a cette vision hugolienne, peuple rassemblé, pueblo unido, jamás será vencido, il a cette vision-là. Mais enfin, la politique s'en mêle tout de suite quand même, hein, Gilles. Dès l'entrée de l'URSS dans la guerre, il y a l'idée que l'Espagne ne devra être sauvée qu'à la condition qu'elle devienne une démocratie populaire au sud de l'Europe. Hein. Malheureusement, c'est pas une entrée tardive. Alors Malraux, comme tous les grands écrivains, comme tous les génies, comme tous les grands paranoïaques, il a cru qu'il pouvait être aussi fort à lui tout seul, avec ses 30 camarades, que l'internationale stalinienne tout entière. Enfin, l'internationale stalinienne, elle était bien là. Dès octobre 1936, tu connais cette histoire mieux que personne, le plan était là. Et quand on a compris d'ailleurs que justement le peuple espagnol n'était pas de cette trempe-là et qu'on n'arriverait pas à en faire
un peuple enrégimenté derrière les mots d'ordre du socialisme stalinien, on a tout doucement commencé de rétro-pédaler. Et la République espagnole elle a été lâchée par tout le monde, y compris à la fin, en vérité, les soviétiques, bien sûr. Mais c'est l'histoire à la fois la plus sordide politiquement, en effet, c'est la plus grande duperie stalinienne qu'il y ait eu, et en même temps, il y a cette mythologie. Ah oui, bien sûr. Qu'a contribué à créer Malraux, bien naturellement. On a la guerre d'Espagne et l'Espagne au cœur, et on sait qu'en plus, si c'est passé grâce à Orwell et grâce à d'autres, on sait évidemment que ça a été en même temps un théâtre d'ombre épouvantable. Avec les purges les plus terribles. Et en même temps, il y a cette magnifique épopée extraordinaire d'un peuple sacrifié. Mais c'est nos histoires, enfin les femmes et les hommes qui ont l'âge d'avoir eu notamment des pères mêlés à cette aventure-là, qui est le cas de certains ici, évidemment que ce mélange impur-là, c'est leur histoire. C'est ce qui fait d'eux à la fois des nostalgiques de l'héroïsme et des pas dupes définitifs. Moi, j'ai un père qui a été mêlé à ça dans les derniers mois de la guerre. Et il m'a enseigné les deux choses. Il m'a enseigné la grandeur et il m'a enseigné la non-duperie. La guerre d'Espagne, c'est les deux leçons en même temps, entrelacées. Voilà, c'est pour ça que c'est pas une épopée, que c'est une prose. C'est une prose héroïque.